Janek nous présente ses pilotes, Ravel et Chance. Je vais faire une pause un instant, regardez bien ces visages et retenez bien leurs têtes. Parce qu'ils ne serviront à rien dans le film. Le vaisseau amorce sa descente et nous avons enfin les premiers mots de Ford, la scientifique qui servira un chouïa plus que les deux autres, mais pas trop quand même. Il manquerait plus que tous nos personnages servent à quelque chose. Si vous avez réussi à voir la ligne à laquelle il fait référence, félicitations. Vous savez ce que je regrette? Dans la première version du script, ces lignes avaient été mises en commun avec une œuvre géologique que j'adore, les lignes de Nazca. C'est sur un grand plateau péruvien que l'on a découvert un ensemble de lignes et de dessins visibles uniquement depuis le ciel. L'une des théories avancées par les rêveurs est que ces lignes seraient une piste d'atterrissage pour aliens, et Holloway était censé y faire allusion à ce moment. Cela crée l'hypothèse que Nazca était un lieu d'atterrissage pour les ingénieurs et que peut-être ils y auraient caché une base également, et ça crée un univers lié à un vrai élément terrestre que tout le monde pouvait consulter sur Google Maps en ayant vu le film. Oui, mais non. On oublie le plateau de Nazca, on oublie de créer un lien fort avec notre monde en préférant inventer des gravures et des peintures anciennes, et on ne garde qu'une seule ligne. Et j'adore comme Prometheus arrive sur la planète pile au-dessus de ces lignes, c'est à croire que la planète a opéré une rotation sur elle-même juste pour eux. On sait qu'ils n'ont que des images très lointaines de la planète prises par un télescope et qu'ils la découvrent quand ils arrivent dessus. C'était trop demandé que d'ajouter 30 secondes de scène pour qu'on comprenne que ça fait 2 ou 3 jours qu'ils tournent autour de la planète avant de trouver un signe d'intelligence. Et potentiellement plus que une ligne. Dans Alien, l'équipage savait d'où venait le signal sur LV-426 et même avec ça, ils atterrissent assez loin du vaisseau. Et eux, ils débarquent comme ça, la bouche en cœur, sur un nouveau monde et trouvent immédiatement une route. Comme ça. Le vaisseau se pose et Shaw et Holloway, tout excités qu'ils sont, veulent faire une première visite dans l'étrange monument devant lequel ils ont atterri. Hey Jackson. Bonjour Jackson, heureux de te rencontrer. No weapons. Alors, quelle évolution de notre top 4 des chefs de mission? Oh, Shaw et Holloway repassent devant Vickers. La course est serrée, mes amis. Good luck with that. Au revoir, Jackson. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Dommage qu'on ne te revoie plus jamais dans le film. Et ainsi, l'expédition se met en route. I can't tell you if it's natural or not, but what I can tell you is it's hollow. It's Holloway. Non, parce qu'il s'appelle Holloway, le mec qui lui demande... En fait, hollow, ça veut dire creux. Donc si vous rajoutez way... Apprenez à parler anglais, putain! Prometheus? Are you seeing this? Oui, Shaw, il le voit depuis la fenêtre de la salle de contrôle, je te rappelle. Fifield lance ses louveteaux, des appareils qui créent une cartographie des lieux en temps réel et en 3D, ce qui permet à Fifield de guider le groupe, et au Prometheus de savoir où ils sont. Retenez bien ces deux éléments! Fifield les guide, et Prometheus sait où ils sont. Ils passent quelques couloirs jusqu'à ce que leur lecteur d'atmosphère estime que l'air est devenu respirable par un étrange procédé qui n'est pas très intéressant à expliquer. Holloway décide alors d'avoir la foi et d'enlever son casque. Ok, ça apporte de l'homme au moulin pour ce qui est de la méfiance naturelle des hommes envers les machines. Si ton lecteur te dit que l'air est respirable, c'est qu'il est respirable. Sauf que ton lecteur ne te dit pas si autre chose respire cet air. En arrivant sur un nouveau territoire, on risque de s'exposer à des microbes, virus et bactéries dont on ne sait absolument rien. C'est ce qui pose problème aux aliens de la guerre des mondes, mais plus vrai encore, c'est une chose que les colons américains ont utilisée pour se débarrasser des Indiens d'Amérique. Leur population n'avait développé aucune accoutumance aux virus européens, et y était donc particulièrement vulnérable, là où nous avions développé une certaine tolérance. C'est l'équivalent d'un vaccin naturel, même si je simplifie tout ça à l'extrême. Tout ceci étant rappelé, aucun scientifique digne de ce nom ne s'aventurerait à respirer l'air d'une planète totalement inconnue avant d'en avoir étudié les risques de maladie. Mais aucun des scientifiques de cette équipe n'est digne de ce nom. Peut-être si on leur avait fait passer des entretiens pour savoir comment ils agissent en groupe. David, sans que l'on comprenne exactement comment, parvient à savoir dans quel ordre activer le panneau de contrôle alien qui déclenche le système de vidéosurveillance. Et bien entendu, sans le dire au reste de l'équipe, parce que faut pas déconner, c'est pas parce qu'on est un être de pure logique qu'on doit agir logiquement. Les hologrammes de surveillance apparaissent et l'équipe les suit. Admirez un système de vidéosurveillance si pratique qu'on ne le vérifie pas depuis une salle de surveillance ou un moniteur, mais que l'on doit le suivre dans les couloirs. Ils arrivent jusqu'à une porte fermée avec un corps décapité devant. David parvient à ouvrir la porte, une fois encore sans prévenir personne, et l'équipe découvre une salle remplie d'urnes métalliques et d'une... Bah... Pourquoi il s'énerve, lui?
Bah oui, d'un coup, comme ça, Fifield est tellement terrifié par le concept de découvrir une autre forme de vie qu'il décide de s'enfuir. Aucun signe annonciateur de ça, juste boum, j'ai décidé d'hurler tout à coup. Merde, ça se serait peut-être pas produit si on lui avait dit ce qu'il allait étudier au cours de la mission quand on l'a engagé! Il décide donc avec le botaniste Milburn, qui n'a pourtant pas l'air particulièrement retourné, de quitter le bâtiment. Pourquoi Fifield veut que Milburn vienne avec lui? Il lui avait pas dit qu'il était là pour se faire du fric et qu'il comptait pas se faire des amis? Bref, Shaw et Ford retrouvent la tête à l'intérieur, David remarque la grosse tête alien, et Holloway arrive près de la meilleure preuve, s'il en fallait une, que ce film est lié à Alien. Il n'est jamais vraiment expliqué ni ce que cette culture fait là, ni comment les ingénieurs ont créé l'alien. Je suppose qu'ils expliqueront ça dans les suites. Paraît-il qu'une version de script expliquait que les ingénieurs étaient si fiers et craintifs de leur création qu'ils se sont mis à la vénérer, mais perso la version du script que j'ai vue ne montrait pas trop ça. Elle n'expliquait rien de plus sur les xénomorphes. Et donc il faut ajouter cette statue à la liste des questions que le film va lancer et auxquelles il ne répondra pas. Une tempête survient alors. Pourquoi ? Eh bien, le montage du film laisse entendre que la présence de l'équipe dans cette chambre aurait modifié l'atmosphère non seulement de cette pièce, mais aussi de toute la planète. Et vous savez quoi? C'est exactement ça. Dans une version précédente du scénario. Dans cette version, un ingénieur était toujours en vie, et en détectant que les humains étaient rentrés dans le centre, décidait d'activer un mécanisme qui terraformait la planète pour que l'atmosphère y soit respirable par les humains. Sauf que cet ingénieur vivant a été zappé de la dernière version du scénario, et donc si on a cette tempête, c'est juste parce que c'est cool et que ça fait une scène d'action en plus. I'll be closing the outer doors in 15 minutes. I sincerely hope you can make it. Et dans le schéma hiérarchique, Vickers repasse en tête. L'équipe s'échappe donc avec la tête dans un sac pendant que David emporte l'une des urnes contre l'avis de Shaw. Je passe sur la chaîne où Shaw se retrouve en mauvaise passe, rien à dire dessus, c'est totalement passable. Contrairement à ce qui suit. Et là, il va falloir faire attention parce que le film se divise en 3 scénarios différents. Le premier, c'est... We've been here before, Fifield. I don't know. All looks the same to me. Vous vous souvenez, il y a quelques minutes, quand je vous ai dit de retenir que c'était Fifield qui avait l'appareil qui servait à cartographier tous les lieux et que c'était lui qui dirigeait le groupe? Et c'est lui qui se perd dans les couloirs! Et Janek ne se rend compte que maintenant, alors qu'il a un hologramme bien visible qui lui affiche la localisation de tous les membres de l'équipe. Une fois perdu, Janek va faire une blague aux gars en leur disant qu'il ne les reçoit plus, juste pour les faire chier. Et vous savez quoi? Les mecs vont aller se réfugier dans la chambre des urnes, dans laquelle ils avaient refusé d'entrer parce qu'ils avaient les boules. Chambre dans laquelle ils vont se retrouver face à face avec un monstre dessiné par H.R. Giger, ce qui veut dire... une énorme tub d'1m20. Que Milburn arrive à trouver sublime. Même moi qui suis pédé, je suis à des années-lumière de trouver ce truc... Ah, encore pire, c'est un vagin! À moins que ce soit un anus. It's okay. It's okay. It's okay. Comment peut-on être assez gogol pour avoir encore envie de toucher ce truc? Cette créature affolée! C'est genre le langage universel pour te dire fais gaffe, si tu me touches, je te mords, je te pète le bras et je te pends dans la gorge. Même comme mon chat feule, je conseille à mes amis de pas l'approcher et pourtant je sais qu'elle va pas leur péter le bras, leur pendre dans la bouche et leur jeter de l'acide à la gueule. Hein, Cléo? Cléo? Bah tiens, j'avais prévenu. Sérieusement, cette scène serait la seule à être vraiment réussie si ce n'était la connerie profonde des deux personnages. On sent du stress, de la tension, et on voit se profiler au loin une sorte de version bêta du xénomorphe. Cette créature issue du mélange entre des vers de terre et l'huile noire qui coule des urnes rappelle les facehuggers, et on suppose que ce qu'elle pond dans Milburn va lui exploser la cage thoracique et attaquer les membres de l'équipage. Quand j'ai vu cette scène au cinéma, je me suis dit « Ah, ça y est !» Le calvaire est terminé, on retrouve enfin la thématique du viol présente dans les aliens, les créatures, tout cela va enfin prendre le bon chemin. C'est pas le cas. En parallèle à cette histoire, David, Shaw et Ford commencent à travailler sur la tête de l'ingénieur qu'elles ont récupéré sous l'œil attentif de Vickers. Ils la scannent et se rendent compte que ce n'est pas un exosquelette mais un casque. Elles décident de le retirer et révèlent le visage des ingénieurs. Et là encore j'ai un gros problème avec le respect des origines du film. Regardez le design du casque et regardez le visage de l'ingénieur. Juste
Rien à voir, les yeux sont même pas alignés en face des trous. Un casque est censé épouser les contours et la forme globale du visage, ou bien être adapté à tout le monde comme c'est des combinaisons des membres de l'équipe. Cette tête était clairement celle d'un extraterrestre, pas un casque. La raison pour laquelle celui du vaisseau d'Alien avait fusionné avec son siège en se momifiant est que c'était un être organique dont les cellules se sont mêlées aux matériaux du fauteuil en fondant et en se décomposant. Un matériau manufacturé comme une combinaison ne pourrait pas faire ça, elle se désagrégerait, elle partirait en morceaux, jamais elle ne fusionnerait avec une autre surface. Cela prouve que les équipes de Scott ont forcé la réorientation de cet être vers quelque chose qui nous ressemble. Et franchement, est-ce que c'était nécessaire quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec leur manipulation ADN ? Est-ce qu'on était obligé de forcer la tête d'un ingénieur sous ce casque qui manifestement n'est pas du tout adapté à sa morphologie ? Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une tête qui est séparée de son corps depuis 2000 ans et sans système cardiaque ? Eh bien, on lui plante une sonde dans le cou pour activer son cerveau. Je suis pas sûr de la logique de la situation, mais c'est bien fait pour elle. Et ce n'est qu'un détail au loin, mais voilà un autre truc qui m'avait passablement énervé dans ce film, au sujet du développement psychologique pitoyable des personnages. Holloway est un vrai pochetron en train de se saouler la gueule. On comprend qu'il est complètement dépressif, et cela prend quelques temps avant de comprendre, par le biais d'une discussion entre lui et David, qu'il est dans cet état parce que... Oh, les ingénieurs qu'il cherchait sont tous morts. Oui, tous. Même s'ils n'ont trouvé qu'un seul cadavre dans une seule des chambres de un seul des bâtiments de la planète, ça lui suffit pour justifier que toute la race s'est éteinte. Vous vous souvenez à quel point le pétage de câble de Fifield est arrivé comme un cheveu sur la soupe ? Vous voulez voir la seule et unique réplique qui amène ce changement de caractère ? This is just another tomb. Voilà. C'est ça qui devait annoncer le chamboulement d'Holloway. Ce n'est qu'un autre tombeau. Ah oui, je vous avais dit qu'on commençait 3 sous-scénarios, pardon. Le premier était donc la situation de Fifield et Milburn. Le deuxième, c'est le cas de Holloway. Et on va passer rapidement sur le troisième, où on voit David faire son rapport à une mystérieuse personne en stase, ce qui intéresse beaucoup Vickers. Cela alimente la rivalité entre eux, mais j'évoquerai le cas de Vickers plus tard. Concentrons-nous sur l'histoire de Holloway. David s'amuse à tripoter l'urne qu'il a ramenée et en tire un peu d'huile noire. Il va ensuite discuter avec Holloway bourré. Je tiens à souligner que se trouve dans cette scène la meilleure, la seule et l'unique bonne conversation du film. What do you hope to achieve by coming here? What we hope to achieve was to meet our makers, to get answers. Why they even made us in the first place. Why do you think your people made me? We made you because we could. Can you imagine how disappointing it would be for you to hear the same thing from your creator? Tu vois, Ridley, c'était pas si compliqué. Malheureusement, ce sera le seul moment de bravoure du film. Et voilà. Ridley vient de foutre en l'air tout ce qu'il avait réussi à construire quelques secondes plus tôt. Pourquoi David fait-il cela ? Parce que Holloway vient de lui dire qu'il serait prêt à tout pour comprendre pourquoi ses créateurs l'ont créé. Qu'est-ce que David pense prouver en contaminant Holloway avec cette substance ? Pourquoi la tester sur Holloway et non sur des spécimens de recherche qui auraient été amenés ici spécialement pour ça ? J'aurais très bien vu une espèce de ménagerie de chimpanzés ou de singes qu'ils auraient amenés avec eux depuis la Terre et sur lesquels ils auraient testé tout ce qu'ils ont trouvé sur la planète, parmi lesquels l'huile noire, ce qui aurait pu donner des espèces de prototypes de première version d'aliens ou de facehugger, qui ensuite se seraient mis à pondre, etc., etc. C'est fou le nombre de façons qu'avait ce film d'être mieux et qu'ils n'ont jamais choisi. Avec tous les revisionnages du film nécessaires à l'écriture de cette critique, je comprends que c'est Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse qui a demandé à David de le faire. Une fois encore, ce n'est qu'une façon de plus de prouver que Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse est un connard, et ça, ce n'est franchement pas constructif. Qui plus est, le travail de David sur son émancipation aurait sans doute été plus intéressant s'il avait montré un quelconque conflit d'intérêts et une rébellion contre son créateur. Le fait qu'il obéisse aveuglément aux ordres d'un Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse déglinguée le rend finalement très unidimensionnel et donc inintéressant, même si il développe une certaine antipathie pour Holloway, qui lui envoie toujours des sales répliques. Ridley Scott vient de détruire tout le développement psychologique de son personnage le plus prometteur. Après avoir picolé et ingurgité l'huile noire, Holloway va voir sa meuf et lui apprend que l'ADN des ingénieurs est identique à celui des humains. C'est une aberration telle que je ne sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer correctement. D'une, une correspondance de ce type pourrait se faire à l'échelle du génome. L'ADN est une chose qui est unique et propre à chaque individu, excepté le cas des jumeaux. Une correspondance ADN à 100% sera la preuve que ce sont deux personnes qui seraient identiques, ce qui n'est manifestement pas le cas, puisque un des ADN vient d'un ingénieur et l'autre d'un humain. Ce qui pourrait être identique serait le génome, qui lui est le code général qui permet de créer un humain, indépendamment du sexe et de la famille. C'est la carte type commune à tous les êtres humains.
Cependant, même dans le cas où elle a comparé le génome d'un humain à celui d'un ingénieur, elle n'aurait jamais trouvé une correspondance à 100%, tout simplement parce que nous sommes manifestement différents. Ils sont plus grands, ils n'ont pas la même peau, les mêmes yeux, le même organisme, etc., etc. Si nos génomes étaient identiques à 100%, alors nous serions des copies exactes. Il n'y aurait aucune différence, et je rappelle que 2% sont suffisants pour arriver soit à un humain, soit à une mouche. Au mieux, ils pourraient nous correspondre à 99,998%. Et vous savez quoi? On a déjà fait ça dans la série animée japonaise Evangelion. Les fameux Évangélions sont des humains de synthèse gigantesques recouverts d'un exosquelette qui se battent contre les créatures qu'on appelle les anges, et leur correspondance à l'un comme à l'autre avec le génome humain est d'environ 99,9989% ou un truc de ce genre. Vous voyez, je peux trouver tellement d'exemples de films, livres ou séries qui ont apporté les mêmes réponses en 10 fois mieux. Ah, et vous reprendrez bien un petit peu de subtilité? That there is nothing special about the creation of life, right? Anybody can do it. I mean, all you need is a dash of DNA and half a brain, right? I can't create life. Oh mon dieu, c'est aussi mal écrit que les dialogues de mon court-métrage 31 mètres carrés. La remarque de Halloway n'était bien évidemment pas dans ce sens. Il veut dire qu'il suffit de savoir manipuler l'ADN pour créer une nouvelle forme de vie complètement différente de l'échantillon de base. Ça n'a rien à voir avec le processus naturel de la création. Putain, quand j'ai entendu Shaw répondre ça, j'ai eu l'impression de voir mon ancienne belle-mère à l'écran, quoi. Elle aussi, elle voyait des attaques personnelles et des trucs méchants dans les répliques les plus innocentes du monde. Vous savez comment ça s'appelle? Un délire de la persécution. Connasse. Encore heureux que tu puisses pas te reproduire, tiens. Cela force donc Halloway à s'excuser pour quelque chose qu'il n'a pas dit, et nos amoureux font des galipettes, qui est bien entendu le meilleur moyen pour une femme de manipuler les hommes afin qu'ils acceptent tout leur délire de princesse. Quoi? Non, je suis pas misogyne, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Après cette scène horriblement forcée, on se retrouve avec une scène liée à l'intrigue David et Vickers. Vickers vient observer la situation de Milburn et Fifield, qui n'ont pas encore été attaqués, quand Janek fait connaître sa présence. Oh, if you want to get laid, you really don't have to pretend to be interested in the pyramid scan. La première fois que j'ai vu cette scène, je l'avais trouvée assez drôle. Et finalement, la fois d'après, je me suis rendu compte qu'elle était aussi forcée que celle entre Shaw et Halloway. Par contre, j'aime toujours autant cette réplique. You a robot. Et vous savez quoi? C'est un robot! La version précédente du script montre qu'à l'origine, alors que tous les membres de l'équipe avaient été tués, Shaw et Vickers nous offraient une bataille à l'issue de laquelle Shaw lui tirait dessus et un liquide blanc s'échappait des blessures. Et ça aurait été un putain de sujet! En plus d'être drôle, cette réplique aurait créé des doutes qui auraient amené à une vraie révélation. C'est... Alors que... Le fait que Vickers soit un androïde aurait soulevé des questions vachement intéressantes sur l'humanité. L'intelligence artificielle, c'est le meilleur moyen de se poser des grandes questions sur l'humanité. Vickers, le modèle précédent de droïde qui ne trompe personne par sa froideur, en conflit avec David, le modèle plus évolué. La jalousie entre le droïde d'ancienne génération et celui de nouvelle génération. Ça aurait été une grande question, un bon sujet, ça aurait fait écho au questionnement de l'homme sur qu'est-ce qui donne un sens à ma vie, en quoi suis-je utile, qu'est-ce que les autres ont de plus ou de moins que moi, et pourquoi eux et pas moi, et est-ce que moi aussi je peux évoluer et devenir son égal. La jalousie, la rivalité, le conflit entre Vickers et David aurait été formidable. À vrai dire, je me souviens de quelque chose qui abordait le sujet. Star Trek Nouvelle Génération, avec l'androïde Data et les autres versions de lui que son créateur avait fait avant d'arriver à son niveau de ressemblance aux humains. Et vous savez quoi? Ces histoires étaient géniales. Au lieu de ça, cette histoire se termine en... Papa ne m'aime pas. Ah, Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse est le père de Vickers. Ouh. Nous avons 3 intrigues en cours. Qu'est-ce qu'il va se passer avec Fifield et Milburn? Qu'est-ce qui va se passer avec Halloway? Et qu'est-ce que va révéler l'intrigue Vickers, David et Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse? Vous êtes prêts à être triplement déçus? Alors continuons le film. Après l'attaque de Fifield et Milburn, Halloway se réveille dans la chambre de Shaw. Il se rend compte qu'il n'est pas très bien, il est en sueur et remarque quelque chose dans son œil. Et que fait le scientifique quand il se rend compte qu'il est contaminé par quelque chose? Est-ce qu'il le dit à la femme qu'il aime ou à l'équipage qu'il pourrait mettre en danger? Ah, attention, n'oubliez pas que tous les personnages du film sont débiles. Gagné! Il ne dit rien, il met en danger tout l'équipage. Gros con! Janek les appelle parce qu'il a perdu le contact avec Milburn et Fifield pendant qu'ils se tapaient Vickers. Oh, j'ai une idée pour savoir ce qui leur est arrivé. Pourquoi ne pas revisionner les images envoyées par les putains de caméras installées sur leur combinaison? Je sais pas, juste une idée comme ça en passant.
Une équipe de secours est donc envoyée sous les ordres de Janek, qui fait une remontée spectaculaire dans le top 4 du leadership de la mission, passant directement de bon dernier à deuxième avec Shaw et Holloway sous ses ordres et sans avoir consulté Vickers. La course regagne en intérêt. L'équipe se rend dans la pièce où a eu lieu l'attaque et découvre le corps de Milburn. Alors à quoi va ressembler la créature que l'espace de Facehugger lui a pondu dans la gorge? Une version primitive de xénomorphe? Une espèce totalement différente? Ou exactement la même créature? Tu parles d'une déception? Et ne me dites pas que c'est la même créature que dans la scène précédente qui s'était logée dans sa bouche. Elle a clairement plongé sa bouche dans celle de Milburn, alors que celle-là sort bouche la première, dans le sens exactement opposé, et elle est clairement plus petite. La logique de modification génétique de ce film commence à peine à nous étonner. Je vous ferai un récapitulatif à la fin, mais c'est fou à quel point ça n'a aucun sens. Alors, je note, vers de terre, plus espèce de ville noire, égale grosse bite qui pondent des grosses bites. C'est le moment que choisit Holloway pour ne pas se sentir bien du tout, provoquant son rapatriement au vaisseau, et c'est là qu'on a droit à un des meilleurs exemples de la pure connerie des membres de l'équipage. Cette connasse de Vickers refuse de laisser entrer Holloway par peur des risques de contamination. La discussion est tendue entre Vickers, Janek et Shaw, et finalement, Holloway décide de se faire cramer volontairement pour le bien de tous. Vous avez deviné, hein? Un hommage à Alien? Dans Alien, Ripley refuse de laisser entrer Kane dans le vaisseau pour éviter que le facehugger qu'il a sur le visage ne contamine le reste de l'équipage. Et pourquoi ça marche dans Alien et pas dans Prometheus? Parce que Ripley n'est pas une conne! Ripley refuse que Kane accède au vaisseau, mais sa solution n'est pas de le cramer vivant, c'est de le laisser dans le sas de quarantaine. Vous savez, le sas qui est fait pour éviter les risques de contamination. À l'opposé, Vickers n'imagine même pas utiliser la quarantaine, probablement très chère, que Weyland a installée dans le Prometheus. Tu es censé une espèce de grosse pute vénale qui ferait tout et n'importe quoi du moment que ça puisse rapporter de l'argent à la Weyland. Tu crois pas que c'est pour être intéressant, un mec qui... Oh, il commence à faire de l'effet, les cachetons. Enfin, va te faire foutre quand même, Ridley. Pendant que les intrigues numéro 1 et 2 se terminent de façon si décevante, l'intrigue principale évolue grâce à David qui part explorer une autre zone du bâtiment des ingénieurs. Ah oui, pendant que Milburn et Fifield se promenaient dans les couloirs, pendant la tempête, Janek a détecté un signe de vie dans une partie du bâtiment qui a disparu ensuite, et qui réapparaît toutes les heures. C'est ce signal que David va vérifier. Il arrive dans la salle de commande de l'installation qui est la réplique exacte de celle du vaisseau d'Alien, avec 4 caissons de stase en plus, et active les commandes avec... des jouets à mâcher pour chiens ? Il déclenche donc un nouvel enregistrement holographique qui montre les ingénieurs activer le vaisseau en jouant avec une flûte. Mais pourquoi ? Et le pire c'est que je sais pourquoi. C'est d'une part pour montrer que l'on se ressemble même dans notre amour des arts, puisque les ingénieurs jouent de la flûte, tout comme la jeune fille dans le chant joue du violon au début du film, mais aussi pour montrer que leur civilisation était si avancée qu'ils étaient devenus des esthètes qui avaient totalement intégré l'art à leur technologie et leur mode de vie. Mais ça marche pas. Tout ce qu'on voit par la suite va prouver que c'est une race de gros cons sans émotion, alors pourquoi essayer de les faire passer pour ça ? David fait mumuse avec la carte holographique des ingénieurs qui serait probablement beaucoup plus marquante si le Proteus n'avait pas exactement la même technologie, et se rend compte que la Terre fait partie des planètes sur lesquelles les ingénieurs ont semé la vie. Il se rend ensuite compte qu'un des caissons de stase est toujours actif et qu'un ingénieur est vivant à l'intérieur. Cela soulève juste une question. Quelle était la forme de vie que les appareils de Fifield avaient détectée la nuit précédente ? Est-ce qu'ils auraient capté au loin les signes vitaux de l'ingénieur ? Est-ce que l'ingénieur est sorti de son caisson pour aller faire caca et se recoucher ? Et est-ce que c'était une autre forme de vie ? Pourquoi est-ce qu'elle réapparaît toutes les heures ? De retour sur le Prometheus, Shaw, dépassé par ses émotions et la mort de Holloway, est tombé dans les pommes. Comme elle l'avait demandé avant de s'évanouir, l'équipe de secours a été placée en quarantaine. David lui retire alors sa croix pour la décontaminer, effectue un scanner et découvre... You're pregnant. Ça alors, je l'avais tellement pas venu venir quand t'as couché avec ton mec contaminé par l'huile noire après lui avoir subtilement rappelé que t'étais stérile. It's not exactly a traditional fetus. Logiquement, Shaw se met à pas mal paniquer quand David lui dit ça. Pour la calmer, David la shoot de médoc. Quand elle se réveille, Ford et... un illustre inconnu que l'on n'avait jamais vu et qu'on ne reverra jamais, viennent la préparer pour la mettre en stase. Elle leur met 2 ou 3 claques, ce qui apparemment est suffisant pour qu'ils ne la poursuivent pas, et elle se précipite vers le Medipod. Ça alors, ça non plus, je l'avais tellement pas vu venir quand vous avez dit au début du film que ce truc médical super cher pouvait pratiquer n'importe quelle opération. This medpod is calibrated for male patients only. This medpod is calibrated for male patients only. This medpod is calibrated for male patients only. Quoi ? Est-ce qu'on essaye de me dire que l'appareil ultra avancé qui peut pratiquer une opération sur n'importe quel type de problème, l'appareil qui coûte des milliards et des milliards n'est pas foutu d'être calibré pour opérer les hommes et les femmes en même temps ?
J'ai jamais vu un truc aussi con de toute ma vie. C'est l'équipement technologique le plus débile qui a été inventé depuis que l'homme écrit des œuvres de fiction. Très loin devant le couteau qui coupe le pain tout en le grillant dans H2G2 et c'était un film comique. Ce que tu as écrit est complètement débile, Ridley. Et vous savez quelle est l'utilité de ce retournement scénaristique? Causer plus de stress chez le spectateur qui va craindre que la machine fasse quelque chose de dangereux pour Shaw. Parce que pratiquer un avortement sur un bébé mutant hybride, c'était pas assez stressant. Il fallait que la machine ne soit pas calibrée pour les femmes. Et tant qu'on y est, c'est un clin d'œil à la scène d'ouverture de Alien Résurrection, où ils extraient le fœtus de la reine alien de Ripley. Sauf que Ridley Scott a voulu le faire plus gore et plus stressant. Va te faire foutre, Ridley. Cela dit, je vais prouver une nouvelle fois que je suis objectif avec ce film et non un gros rageux qui a décidé de tout détester. Parmi les critiques sur le film, beaucoup se sont crus intelligents en soulignant qu'il était totalement illogique que le Medipod situé dans les quartiers de Vickers soit configuré pour les hommes. Malheureusement, en disant cela, ils se décrédibilisent car ils crient au grand jour qu'ils n'ont pas compris l'idée pourtant si subtilement avancée dans le film que Vickers est parfaitement au courant que Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse est dans le vaisseau. Elle le prouve avec cette réplique. Any casualties? Casualties, Mom? Has anyone died? Et quand elle s'engueule avec David qui vient de s'entretenir avec lui. Vickers est une femme en bonne santé, voire même un droïde selon les versions. Le Medipod n'est bien évidemment pas là pour elle, mais pour son popo, qui lui est un vieillard pour qui les opérations à cœur ouvert pourraient bien s'avérer nécessaires. Donc, quand je disais que cette subtilité de la programmation spécifique aux individus masculins n'était là que pour causer du stress, je n'étais pas totalement honnête. Elle sert aussi à bien vous faire comprendre que Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse est à bord du vaisseau. Même si cela n'enlève rien au fait que tout ceci est complètement débile. Qu'à cela ne tienne, notre héroïne programme la machine pour simplement lui extraire un corps étranger présent dans son ventre. Une chance pour elle que la machine n'ait pas retiré la totalité de son utérus et de ses ovaires, qui normalement devraient paraître un peu louche à une machine calibrée spécifiquement pour les hommes. Les pinces retirent la poche du placenta, et voilà enfin... un poulpe. Un poulpe. Ok, alors je note. Ver de terre plus huile noire égale grosse bite. Huile noire plus humain égale décomposition. Mais sperme de l'humain contaminé dans une femme égale un poulpe. Un fucking poulpe. Et vous savez pourquoi c'est si déconcertant? Parce qu'il est particulièrement difficile d'établir un point essentiel à la compréhension de tous ces événements. Est-ce que toutes les urnes contiennent la même huile noire qui modifierait l'ADN de tout ce qu'ils touchent? Ou est-ce que, ce qui est ma conviction personnelle, chaque urne contient une huile différente dont le schéma de mutation est spécifique pour une espèce? Je milite pour chaque urne à un code ADN différent, mais cela pose une question, étant donné que toutes les urnes de la salle avec la tête se sont mises à fuir en même temps. Laquelle de ces urnes a créé les grosses bites? Parce que si tout est mélangé au sol... Bon bref, Shaw se fait refermer alors qu'elle a des morceaux de placenta partout dans le bide, bravo la septicémie, et fait décontaminer le poulpe. On découvre ensuite que le moniteur de Fifield est à nouveau actif et se trouve juste devant la porte du vaisseau. Ok, alors si l'huile noire a provoqué la décomposition chez Holloway et lui a donné un sperme de poulpe, chez Fifield qui est tombé dedans la tête la première, cela devrait naturellement nous donner... un contorsionniste? Non, en fait, ça en fait un zombie avec une super force qui va tuer 5 membres d'équipage totalement inconnus que l'on n'avait jamais vus avant et dont on se fout logiquement totalement de la mort. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est cool d'avoir un zombie et ça fait une scène d'action en plus. C'est pour toi ça, Ridley. De son côté, le Dr Shaw, shooté aux antidouleurs, anesthésiant et le bide couvert d'agrafes, déambule dans les couloirs et ouvre une porte qui révèle un équipage affairé. Je trouve totalement illogique qu'une femme qui vient d'être persécutée et retenue contre son gré par les hommes présents dans le vaisseau continue à aller vers eux. Pour moi, elle devrait ne chercher que la vengeance en exterminant tous les membres de l'équipe, ou bien se cacher seule dans un coin et voir comment la situation évolue, jusqu'à ce qu'un membre prenne sa défense, par exemple Janek. Mais peut-être que ce n'est que moi. Ah, alors c'était Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse qui était dans ce tube de stase. Je ne m'y attendais pas du tout. Et vous savez pourquoi il est là? Parce qu'il pense que les ingénieurs vont lui offrir la vie éternelle. Shaw lui répond que tous les ingénieurs sont morts et David lui révèle que l'un d'eux est encore en vie. Une équipe se met donc en route pour le rencontrer. Mais pas avant que... Ouais, j'en ai déjà parlé de toute façon. No. Father. That's it.
Va te faire foutre, Ridley. L'équipe se rend donc dans la salle où se trouve l'ingénieur en stase. David explique que le vaisseau était sur le point de partir avant qu'un incident se produise qui a tué tout l'équipage. Et vers où partait-il? Earth. Stop! Pourquoi? Et plus que ça, pourquoi après les membres de l'équipe vont immédiatement s'imaginer qu'ils y vont pour la détruire? A priori, les artefacts que Shaw et Holloway avaient trouvés montrent qu'ils sont revenus plusieurs fois suivre l'évolution de la planète. À l'époque préhistorique, il y a 30 000 ans, chez les Aztèques, les Mayas et les Égyptiens il y a environ 5 000 ans, c'est bien pour ça qu'ils ont créé ces artefacts. Les humains ne peuvent pas savoir d'où viennent les ingénieurs instinctivement par eux-mêmes puisqu'on les cherche en ce moment. Les ingénieurs leur ont forcément dit ou montré où ils étaient au cas où ils voudraient prendre contact avec eux et les rejoindre. Qu'est-ce qui les pousse à croire que le voyage qu'ils avaient prévu il y a 2000 ans, avant l'incident qui est survenu dans cette installation et a tué les ingénieurs, avait pour but de détruire les humains? En fait, c'est David qui raconte ça, mais aucun moyen de savoir d'où est-ce qu'il sort ça, ni s'il dit la vérité. Et à supposer qu'ils disent la vérité, pourquoi vouloir détruire les humains? Est-ce qu'ils auraient fait quelque chose de mal? Comment est-ce que les ingénieurs pourraient le savoir alors qu'ils ont besoin de 2 ans pour se rendre sur la Terre? Ça n'a aucun sens! Que cet ingénieur, maintenant qu'une équipe d'humains est venue les rejoindre, décide de buter les humains, ok, ça irait dans le sens de la thèse de Prométhée que je vous ai exposée au début, mais c'était déjà l'objectif du voyage prévu il y a 2000 ans. Et Shaw se pose ces questions justement. Et pourquoi le dit-elle clairement? Parce que Ridley répondra dans la suite. Va te faire foutre, Ridley. Et maintenant qu'ils font face à leur créateur, ces êtres si intelligents, ces esthètes qui vivent de musique, de culture et de création de vie, que vont faire les ingénieurs quand ils vont réaliser que les humains ont évolué au point de pouvoir les rejoindre, ce qu'ils les invitaient à faire en indiquant d'où ils venaient? Eh ben, on dirait qu'ils n'aiment ni Fassbender ni Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse. Donc, si je résume, des 3 intrigues qui ont été lancées à partir de la tempête. Milburn a craché une grosse bite qu'on ne revoit jamais et Fifield est devenu un zombie qui a tué 5 inconnus. Donc l'un comme l'autre, on s'en fout. Holloway n'a pas eu le temps de muter et a mis sa copine enceinte d'un poulpe qui n'a jamais posé problème aux membres de l'équipage. Donc on s'en fout. Et David et Vickers nous apprennent que Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse était dans le vaisseau, il a 5 minutes de temps d'écran, ne nous apprend rien, n'a aucune évolution psychologique, bref, il ne sert à rien. Donc le film a rajouté 3 intrigues à l'intrigue principale, et aucune d'elles n'a servi à quoi que ce soit ni n'a fait avancer les personnages. L'ingénieur défonce donc tout le monde, y compris Ford, la plus connue des inconnus du vaisseau, et un autre mec qui lui est un illustre inconnu. Shaw, elle, parvient à s'échapper. Je rappelle que c'est la seule personne, dans un groupe comportant une femme bien portante, un androïde, un militaire entraîné et un vieillard avec une combinaison qui décuple ses forces, qui a eu une césarienne il y a 2 heures plus tôt. Et c'est elle qui s'échappe. Time to go home. Vickers est désormais à la tête de la pyramide hiérarchique qui ne contient plus que 3 personnes, belle progression. L'ingénieur, lui, décide de reprendre la mission là où elle s'était arrêtée il y a 2000 ans, sans penser qu'il faudrait peut-être voir ce qui s'est passé depuis tout ce temps, je ne sais pas, moi, en 2 millénaires, son gouvernement a pu passer à gauche, les mentalités ont pu évoluer, les priorités aussi, l'économie a pu changer, la façon de traiter leur création aussi, mais non, lui, frais comme un gardon, il décolle et va simplement éradiquer la vie d'une planète entière. Shaw fait des acrobaties malgré ses 29 agrafes et prévient Janek que l'ingénieur est en route pour détruire la Terre. I told you to get the ship going. Est-ce que cette femme a un cerveau? Bien sûr, question stupide, c'est une femme. Je veux bien qu'on soit borné ou que notre instinct de survie nous pousse à ignorer certaines évidences pour penser uniquement à notre propre préservation, mais on t'explique que la planète sur laquelle tu veux rentrer n'existera plus si tu ne fais rien. Même avec toute l'adrénaline du monde, tu ne peux pas continuer à hurler à ton équipe de s'en foutre et de décoller. Ce n'est pas possible. Là, Janek décide, au lieu de partir, de faire s'écraser le vaisseau sur celui de l'ingénieur afin de le détruire. Il arrive en pole position au top 3. Il invite donc Vickers à s'éjecter dans une capsule de sauvetage. Pourquoi dans une capsule et pas dans son super bunker qui lui permet de tenir pendant 2 ans? Aucune idée, je ne saurais expliquer pourquoi, mais ils éjectent les deux séparément. Et son super caisson de survie n'est même pas foutu de se poser correctement alors qu'il a un terrain plat et aucune perturbation. Ils réussissent leur coup et le vaisseau s'écrase. Il aplatit Vickers au passage et le Dr Shaw qui est sauvé par un gros rocher. Connerie! Le métal aurait dû se perforer à l'endroit du rocher et l'écraser quand même! Ils pouvaient pas juste la faire rouler sur le côté, ils étaient obligés de créer une incohérence pareille? Shaw réunit suffisamment de force pour se traîner aux caissons de survie qui manifestement a été très bien étudié puisque quelques secousses l'ont complètement foutu en l'air, et découvre que son poulpe a bien grandi. Et c'est avec ça que commence le 4e acte. David la contacte et la prévient qu'un ingénieur vient lui mettre sa pétée. Comment est-ce qu'il sait qu'elle a survécu? Pourquoi l'a butée elle? Qu'est-ce qui lui dit que c'est elle qui a donné l'ordre au vaisseau de se cracher? Aucune idée. Shaw l'accueille en l'envoyant dans les bras de son bébé comme une mère juive qui cherche à marier son fils, et parvient à s'échapper pendant que l'ingénieur et Monsieur Poulpe font connaissance.
David la rappelle et lui demande de l'aider en avançant qu'il sait piloter les vaisseaux des ingénieurs. Elle accepte et récupère sa croix, parce que gna gna gna, sa foi est plus forte et qu'elle décide de croire. Et voilà qu'on nous a mené le film. Shaw fait exactement la même chose qu'au début, elle a la même réflexion, et comme David, elle refuse toutes les preuves que les humains n'ont pas été créés par un dieu, et décide de continuer à croire en Dieu en dépit de toutes les preuves du contraire. Je vous dis, ce film prône le créationnisme pur et dur et la croyance aveugle. Elle demande ensuite à David d'aller la mener sur la planète d'origine des ingénieurs afin d'aller leur poser toutes ces questions. Elle décolle en faisant son rapport de fin de mission, comme le faisait Ripley à la fin de Alien et Aliens. Mais Scott a gardé une surprise pour la fin. L'ingénieur est pris de convulsions après que Monsieur Poulpe ait pondu en lui. Alors, si l'huile noire et les vers de terre ont créé des grosses bites qui pondent des grosses bites, alors le poulpe, créé par la fécondation d'une femme avec un homme contaminé à l'huile noire, devrait créer un autre poulpe, n'est-ce pas? Parce que dans la logique alien, une ponte dans un corps humain crée une hybridation entre le parasite et l'hôte. Mais les grosses bites ont prouvé que cette logique ne s'appliquait pas dans Prometheus. Qui plus est, le croisement génétique a déjà eu lieu quand le sperme d'Holloway a fécondé Shaw. Donc on devrait avoir un hybride entre un alien et un cycliste? Ça n'a aucun sens! Ce truc évolue en 3 étapes! D'abord contaminer un homme, puis s'hybrider avec une femme, puis naître, grandir, pondre dans un hôte et s'hybrider une nouvelle fois avec son hôte? À moins que le poulpe ne soit que le résultat provoqué par l'huile noire, indépendamment de la contamination de Holloway. Oui, à ce moment-là, ça devient presque logique, mais pourquoi les grosses bites pondent des grosses bites alors que le poulpe pond un xénomorphe? Ils étaient obligés de se compliquer la vie à ce point, je veux dire. C'est quand même pas plus facile de faire tout ce cheminement vers Alien avec Milburn et les grosses bites? Ça aurait eu tellement plus de sens et de logique qu'avec l'ingénieur. À la fin du film, on montrerait le corps de Milburn se convulser, exploser et faire sortir l'alien. Pourquoi faire revenir le poulpe? Pourquoi l'ingénieur ne serait pas simplement mort dans le crash de son vaisseau? Vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez que je vous le dise, hein? Vous avez deviné? C'est un hommage à Alien! La fameuse tradition qui veut que le scénario soit construit en 4 actes au lieu de 3. L'équipage arrive, se fait attaquer, se débarrasse de l'alien, mais une nouvelle péripétie arrive pendant les 10 dernières minutes du film, alors que tout devait être résolu. Et là seulement générique. Pourquoi ça marche dans les 4 films et pas dans Prometheus? Parce que 2 éléments ressurgissent en même temps pour créer ce 4e acte. L'ingénieur censé être mort et le poulpe censé être mort, créant un effet Deus Ex Machina du 4e acte qui rend le tout complètement grotesque tellement tout sort de nulle part en même temps juste pour créer totalement artificiellement un 4e acte. Le poulpe est censé être mort depuis 30 bonnes minutes et l'ingénieur n'aurait jamais dû survivre à l'explosion du vaisseau. Si les aliens des précédents films revenaient sans à cause de problèmes, c'est parce qu'il était logique qu'ils aient eu le temps de trouver un coin sûr et qu'on ne les avait jamais vus mourir. Ils n'étaient pas immortels. Va te faire foutre, Ridley, va te faire foutre! Ce film est un pur ratage de la pire espèce. Il se vend sur des grandes phrases et des annonces de révélations jamais vues alors que tout y est recyclé au possible, et même pas de la bonne façon. Il ne chamboule pas nos croyances, ne provoque rien de nouveau, se perd en sous-histoires sans but ni intérêt. La seule et unique raison pour laquelle ce film existe, et pour laquelle son intrigue avance, c'est que la totalité de ses personnages sont des débiles mentaux. Ah oui, et puis il y a ça. Of course, what I want to do is scare the living shit out of you. Ton film ne fait pas peur! Où est l'angoisse d'Alien? Où est la claustrophobie d'Alien? Où est le sentiment d'impuissance face à des créatures qui ne posent de problème que pendant 5 minutes maximum? Où est l'atmosphère sombre et sale qui nous minait l'esprit dans Alien? Prometheus est un mauvais préquel, mais bien pire que ça, c'est un mauvais film, mal pensé et mal foutu, qui se perd en sous-scénario sans aucune incidence sur la suite du film. La grosse bite ne réapparaît pas. Holloway aurait tout aussi bien pu rester vivant ou muter en parasite. Mais non! Et le fait que Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse soit à bord n'apporte rien non plus, pas même un bon dialogue. Va te faire foutre, Ridley, va te faire foutre! Les Aliens vs Predator faisaient plus peur que cette daube! Et vous savez ce qui m'attriste le plus? J'ai déjà vu tous les éléments de ce film ailleurs. Pour un film annoncé par un réalisateur visionnaire qui allait faire du jamais vu, je suis navré. J'ai déjà vu nos origines expliquées par des aliens, j'ai déjà vu des créatures nous pondre dedans et créer des hybrides, et j'ai déjà vu des menaces d'extinction totale de la race humaine. Et j'ai déjà vu tous ces personnages. Et vous savez quoi? J'ai vu tout ça mieux fait. Et ce film ne nous explique ni ce que nous devenons dans la mort, ni quel est notre but, ni qui a créé nos créateurs, ni même ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a des femelles chez eux? En quoi croit-il? J'en sais rien. Et vous savez pourquoi? Parce que Scott voulait se faire encore plus de thunes et a prévu dès le début de faire 2 ou 3 films. Fuck you, Ridley Scott. Une trilogie bien construite apporte des réponses à chaque épisode et chaque épisode a son importance et apporte sa pierre à l'édifice. Ce film est un putain de teaser de 2h20 pour les films que tu vas faire ensuite. Et je voulais une vraie musique, une vraie composition marquante avec l'ambiance sombre, glauque et anxiogène de Jerry Goldsmith ou la musique grandiose et viscérale de Hans Zimmer. Comme, je ne sais pas moi, celle qu'il a composée pour la bande-annonce et qui déchirait sa race. Je ne veux pas une musique d'ascenseur écrite par le mec qui vient lui servir son café quand il écrit. Parce que oui, la musique a été composée par l'assistant de Hans Zimmer. Et cette musique ne crée aucune émotion, elle passe totalement inaperçue et n'aide en rien à
créé une ambiance pour ce film, ni dans la tension, ni dans le grandiose. Je ne peux pas croire qu'on puisse aimer ce film. En dehors des belles images, absolument rien ne tient la route dans ce truc. Vous persistez? Vous voulez toujours dire que vous l'avez aimé? Mais bordel, que ce soit un plaisir coupable. Rougissez quand vous le dites. Détournez le regard. Mieux encore, dites-le avec stupeur et tremblement. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Ce film est une merde.